Bonjour à toutes et tous. Merci de votre fidélité au webinaire du FC3R. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités sur la thématique de la thermoneutralité en expérimentation animale. On commencera par le docteur Zoubir Amir, qui est DRCNRS, responsable de l'équipe régulation cellulaire et moléculaire de la masse grasse à l'Institut de biologie de Valrose de Nice. Il introduira le sujet, il nous donnera des exemples issus de la bibliographie, mais aussi de ses propres recherches. Ensuite, nous aurons le plaisir aussi d'avoir le docteur Isabelle Duguay, qui est DR INSERM à l'unité Nutriomix à la faculté de santé Pitié-Salpêtrière, pardon, où elle coordonne l'axe scientifique remodelage du tissu adipeux. Et donc, elle nous parlera de ses recherches et nous donnera aussi des exemples de terrain. Et enfin, pour conclure, le docteur Christophe Ferreira, qui est hier, qui coordonne avec Isabelle le parcours l'expérimentation animale au sein du pôle Anima 75 à l'université Paris-Cité sur les aspects plus réglementaires et en lien avec l'animal, pour cet aspect thermoneutralité. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Marc pour l'invitation. Donc, c'était un plaisir de faire une présentation sur la thermoneutralité au sein de ce webinaire. Donc, moi, je travaille, comme tu l'as bien dit, je travaille à l'Institut de biologie Valrose à Nice et je m'intéresse essentiellement aux problèmes de tissu adipeux et de l'obésité. Dans la recherche, comme vous le savez, on a besoin de modèles cellulaires, modèles animaux, et même au niveau clinique, on peut aussi avoir accès à des patients. Donc, pour tout ce qui est aux modèles animaux, c'est réglementé par pas mal de choses que vous connaissez. Ce n'est pas l'objectif de vous décrire tout ce qui est important. Vous savez que ici, on est limité par les 3 R, par l'accès à la nourriture, etc., le cycle jour et nuit. Et donc les conditions d'hébergement, le nombre de souris par cage, etc. Mais il y a aussi un paramètre qui est important, c'est le paramètre de la température. Donc, comme vous le savez, les organismes existent deux, donc les ectothermes, pour lesquels la température du corps dépend de la température extérieure, et les endothermes dont on fait partie, où la dépense énergétique augmente lorsqu'on est en dehors d'une zone qu'on appelle zone de thermoneutralité, c'est-à-dire la zone à laquelle l'organisme est sans stress et au repos. Donc, dans la recherche, on utilise beaucoup les modèles animaux, en particulier la souris. Donc, ce sont deux organismes complètement différents pour essayer de mimer ce qui se passe chez l'homme, en particulier au niveau de la taille, mais aussi au niveau de beaucoup de choses. Et ce qui se fait depuis quelques années, depuis qu'on fait la recherche sur les modèles animaux, on travaille à des températures souvent qui sont de l'ordre de 22 degrés. Et en fait, cette température elle correspond plus à l'utilisateur qu'à la température de l'animal, qu'au confort de l'animal. Donc, beaucoup de paramètres ont été mesurés depuis, pour comparer ce qui se passe entre les températures de 22 degrés, donc la température qu'on trouve dans la plupart des animaleries, et la température 30 degrés qui correspondrait plus à la température à laquelle la souris serait vraiment à l'aise. Donc, en particulier, là, je vous ai cité un certain nombre de choses comme la thermogénèse, par exemple, elle diminue avec l'augmentation de la température, on a une augmentation de l'inflammation, une augmentation de l'adiposité, la densité osseuse, elle change aussi, l'athérosclérose, le NAFLD aussi qui se développe, et point particulier, c'est que les tumeurs, la croissance tumorale diminue lorsqu'on passe de 22 à 30 degrés. Donc tout ça, ça reste quand même beaucoup de choses à faire parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des expériences à la fois à 22 degrés et à 30 degrés sur mâles et femelles, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de choses. Voilà. Donc là, juste pour vous donner une idée de ce que c'est que la thermoneutralité, la thermoneutralité, c'est la zone de température qui se situe entre deux températures à laquelle l'animal peut maintenir sa température interne constante et sans dépense énergétique, donc avec une dépense énergétique la plus basse possible. Donc, l'importance de la thermoneutralité et bien sûr permet de limiter le développement des études pour voir en gros, humaniser la souris, donc humaniser le modèle animal, mais ce n'est pas en travaillant à 22 degrés qu'on peut humaniser l'animal. Donc ça, je vous donnerai un exemple plus tard.
Alors, donc là, ce sont des exemples des études qui permettent de montrer ce que c'est que la thermoneutralité et comment on la mesure en particulier. Donc, un des paramètres de mesure de cette température, enfin de cette thermoneutralité, c'est de mesurer la consommation d'oxygène. Donc là, si vous regardez sur cette courbe-là, plus on est plus bas de la température de thermoneutralité, donc plus l'animal consomme de l'oxygène. Donc là, on a beaucoup d'oxygène qui est consommé. Et lorsqu'on se rapproche de la température de thermoneutralité, la consommation d'oxygène, elle est toujours là, mais beaucoup plus faible. Et lorsqu'on dépasse la température donc, de confort, de ce qu'on appelle la température de confort, donc là c'est pareil, donc on a une compensation donc pour augmentation de la consommation d'oxygène. Et c'est pareil quand il fait froid, donc on consomme un peu plus d'oxygène. Donc là il y a une zone qu'on appelle une zone donc euthermique, donc à laquelle, au-delà desquelles, donc de part et d'autre, on est soit en hyperthermie, soit en hypothermie. Alors, donc, pour ce qui est de la définition de la thermoneutralité, donc, en particulier chez l'homme, donc, où on peut être habillé ou pas, donc, selon l'isolation, donc on appelle ça l'isolation, la température attendue, enfin, en fait, le but, c'est de maintenir la température du corps à 37 degrés, qui se trouve ici. Donc, selon la température extérieure, selon si on est protégé, donc là, on est isolé avec des habits ou tout ce qu'on veut, donc la consommation d'oxygène est plus faible par rapport à quelqu'un qui est dénudé, enfin qui est à nu, où il faut une consommation d'oxygène plus importante parce que donc, il faut une dépense énergétique assez importante. Donc, pour arriver au même but qui est de maintenir la température à 37 degrés. Et donc la zone de thermoneutralité donc, se trouve dans cette zone-là, aux alentours en général, de 30 degrés quand même. Alors, diapo suivante. Je vais essayer d'aller plus vite parce que je crois que je vais être un peu plus bas. Alors, pourquoi ça passe pas? Voilà. Alors, un exemple de ces histoires d'isolation, l'exemple typique vraiment, c'est la souris nude, qu'on utilise dans beaucoup de laboratoires. Donc la souris atymique, donc on l'utilise qui a des problèmes d'immunité. Cette souris, donc, elle n'a pas de fourrure, donc elle n'a pas de poils. Lorsqu'on la maintient à 22 degrés, donc là, vous regardez, donc, dans une animalerie à 22 degrés, si on compare à une souris qui a de la fourrure, c'est comme si on la maintenait à 10 degrés. Vous voyez un peu imaginer la souffrance qu'elle a, cette souris-là. Donc, en étant à 22 degrés sans le poil, c'est comme si on la maintenait à 10 degrés. Donc, elle est vraiment très loin de la thermoneutralité. Donc, et tout ce qui va générer par la suite, c'est-à-dire les réponses immunitaires, les réponses aux traitements qu'on leur fait, etc. Alors, donc, je reviens sur la consommation d'oxygène. Donc là, ce sont juste pour vous donner, donc, étayer les propos. Lorsqu'on maintient une souris à 32 degrés, comme c'est marqué ici, la consommation d'oxygène, elle est là, elle est faible, mais elle est là. Dès qu'on passe à 22 degrés, plus que ça double la consommation d'oxygène. Et lorsqu'on fait des cycles des yo-yo de 20 à 30 à chaque fois, donc on a plus de consommation d'oxygène à 20 degrés, ça descend à 30, etc. Bien sûr, ça se compense par un food intake, donc une prise alimentaire plus importante à 22 degrés, parce que la souris elle a besoin d'énergie. Ça, c'est juste pour montrer donc entre l'homme et la souris, donc il y a des grosses différences évidemment, donc ça vous le savez, mais il y a certains points qui sont communs quand même. C'est la température critique qui sont très voisines, la température du corps qui sont très voisines, la température de la peau très voisine aussi, et la température préférée, que ce soit pour l'homme ou pour la souris, c'est à l'entour de 30 degrés. Préférée, ça veut dire que la température à laquelle il y a no stress, pas de stress, et on est au minimum du. Donc là, c'est un exemple comme pour tout à l'heure. Donc lorsqu'on regarde la souris, donc on est aux alentours de 30 degrés. Chez un homme nu, on est plutôt à 25-26 degrés. Et chez un homme qui est habillé, on est aux alentours de 21 degrés. Juste à titre d'exemple, donc si une souris qui est à plutôt 30-31 degrés comme zone de thermoneutralité, pour le rat, beaucoup de gens travaillent sur le rat c'est plutôt 24-25 degrés la zone de thermoneutralité. Ce qui veut dire que dans les animaleries standards, un rat, il est plus près de la température de la thermoneutralité quand on est à 22 degrés. Donc il n'y a que 2 degrés de différence, on va dire que c'est pas énorme. Comparé à une souris, où on est de 22 à 30, ça fait quand même 8 degrés. Donc et là, ce que beaucoup de gens essayent de faire, c'est de ce qu'on appelle humaniser une souris. Donc essayer de travailler le plus près de l'homme. Bien sûr, 21 degrés, c'est différent à 21 degrés pour l'homme. Donc c'est vraiment pas pareil. Par contre,
on peut estimer qu'on se rapproche de l'homme lorsqu'on met la souris à 30 degrés. Donc là, je vais vous donner un exemple qui est, pour faire rapide, ça, ce sont des gens qui ont essayé de travailler sur le tissu adipeux. Donc, comme vous le savez, donc le tissu adipeux, il existe sous deux formes, ce qu'on appelle le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. Le tissu adipeux brun, c'est celui qui va permettre la dépense énergétique. C'est lui qui va probablement jouer un rôle important pour les pertes de poids, etc., pour l'obésité. Ici, il représente le tissu adipeux brun d'une souris, donc qui est maintenu à 22 degrés. Donc c'est un tissu standard. Lorsqu'on prend un tissu adipeux qui est interscapulaire ici chez l'homme, on voit que ce tissu adipeux brun ou pseudo-brun ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit chez la souris. Par contre, donc ça c'est vraiment pour faire court, lorsqu'on met une souris à 30 degrés, à un régime riche en lipides, donc vraiment le régime cafétéria qu'il y a chez l'homme, et donc à température, donc on va dire des grosses températures, le tissu adipeux brun de la souris ressemble fortement à celui de l'homme. Donc là, on a plus ou moins, vraiment entre guillemets, humanisé une souris. Donc là, si on veut vraiment travailler dans les conditions où on se rapproche de l'homme, il faudra plutôt travailler à 30 degrés et donc avec des régimes comme on les consomme maintenant, riches en graisse. Donc, comme je vous l'avais dit donc, tout à l'heure, cette thermoneutralité a joué un rôle vraiment important dans toutes les fonctions. Là, je vous ai pris quelques exemples. Donc, dans la physiologie cardiovasculaire, dans l'inflammation, dans les infections, et bien sûr, donc, sur lequel je travaille, le tissu adipeux et la balance énergétique. Donc, ce que je vous donne comme exemple vraiment typique, et donc ça, vraiment, c'est parlant, c'est que dans la physiologie cardiovasculaire, lorsqu'on prend une souris qui a 22 degrés ou une souris qui a 30 degrés, vous voyez très, très rapidement que les battements cardiaques de la souris sont 2 fois plus importants à 22 degrés qu'à 30 degrés. Donc là, vraiment, il y a vraiment un énorme stress. La pression artérielle est plus basse aussi, est plus haute aussi, pardon. Un autre exemple de la littérature, donc ça c'est pareil, je vais faire court parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps. Lorsqu'on fait des invalidations de gènes et on regarde un peu ce qui se passe, souvent on regarde bien sûr la température qu'on a, c'est-à-dire 20-22 degrés. Donc il y a un travail qui a été fait sur l'ablation du UCP1. UCP1 c'est le marqueur vraiment du tissu adipeux brun, donc c'est la fonction du tissu adipeux brun, c'est-à-dire la dépense énergétique. Lorsqu'on fait le knockout et on maintient les souris à 20-22 degrés, on voit rien. Il n'y a pas de variation. Et dès qu'on passe, donc et là ça a été fait donc, en 2009, et dès qu'on passe à 30 degrés, une souris donc, qui a perdu UCP1, même donc, sous un régime standard, elle prend du poids. Et quand on la met en high fat diet, elle prend encore plus de poids. Donc ça veut dire qu'on peut révéler des effets d'invalidation du gène lorsqu'on travaille dans les températures qui correspondent le plus, en particulier quand il s'agit de souris, pour regarder le métabolisme, en particulier ici le métabolisme des lipides. Ça, c'est un autre exemple encore donc, qui va vous parler. C'est pareil, c'est toujours dans le tissu adipeux. Lorsqu'on regarde une souris qui est maintenue à température ambiante, ça veut dire 22 degrés. Thermoneutralité, c'est 30 degrés. Déjà, la composition, l'histologie des tissus est différente. Ça, c'est le tissu adipeux brun, ça, c'est le tissu bleu. Et lorsqu'on regarde au sein de ces tissus, en plus de ce qu'il y a dans la circulation sanguine, un marqueur de l'inflammation qui est la norépinéphrine, vous voyez que chez une souris qui est maintenue à 20 degrés, systématiquement, la norépinéphrine est plus haute. Donc, il y a vraiment une sorte de stress chez cette souris-là. Lorsqu'on passe à 30 degrés, le niveau baisse. Donc ça, c'est au niveau tissulaire, mais c'est la même chose au niveau circulation aussi. Alors, donc rapidement, donc en ce qui concerne l'infection et le cancer, donc déjà, il y a une observation qui est très ancienne. La mortalité chez la souris par le typhus augmente de 9 à 100% lorsqu'on passe de 29 degrés à 18 degrés. C'est-à-dire que la haute température, ça protège plus ou moins un peu. Les évidences que le microbiote joue un rôle important entre 22 degrés et 30 degrés, donc ça, Isabelle va vous en parler tout à l'heure. Et un fait très important aussi dans la recherche, lorsqu'on veut infecter des souris, donc souvent on mime cette infection par l'injection du LPS, donc le lipopolysaccharide. Et donc c'est pareil, lorsqu'on fait cette injection, donc on s'attend à ce qu'il y ait de la fièvre. En fait, il ne se passe rien à 22 degrés, il y a au contraire une hypothermie, et c'est vraiment on veut mimer, c'est plutôt à 30 degrés qu'il faut faire ça.
Et enfin, donc là je vais pas avoir le temps d'en parler. Donc aussi, donc les tumeurs donc, ont tendance à diminuer lorsqu'on est à 30 degrés. Donc là sincèrement, je n'aurai pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous dire que lorsqu'on fait, c'est un autre exemple, sur la déodinase, lorsqu'on fait du knockout de la déodinase, on révèle des effets lorsqu'on passe à 30 degrés. Donc là, vous voyez, franchement, il y a une différence énorme. Et là, elle est encore plus énorme. Donc lorsqu'on est à 20 degrés, donc on regarde la prise de poids. On a même l'impression que les souris invalidées prennent moins de poids. Et en fait, lorsqu'on passe à 30 degrés, donc la température où la souris est moins stressée, donc l'invalidation conduit à une augmentation énorme du poids de la souris. Et qui est accompagnée donc, par une augmentation énorme de triglycérides circulant au niveau hépatique, pardon. Je ne rentre pas. Donc, alors, il y a d'autres exemples pour lesquels, donc, lorsqu'on passe de 22 degrés à 30 degrés, on révèle quelque chose qui n'a pas été révélé à 22 degrés. Par exemple, le cas de la phospholipase C, le récepteur à la vitamine D, et d'autres exemples qui sont ici. Un exemple tout simple aussi, donc c'est la CBP, l'acyle-CoA binding protein. Donc c'est une protéine qui va fixer l'acyle-CoA binding protein. Lorsqu'on fait du knockout, les souris, donc elles ont des gros problèmes, en particulier au niveau hépatique. Donc ça s'accompagne par un problème au niveau de la peau. Donc, et ceci, ça a pu être corrigé lorsqu'on mettait de la vaseline ou on mettait du latex autour. Donc ça, c'est vraiment tout, on les maintenant à 22 degrés. Donc ça résout le problème. Mais en fait, lorsqu'ils les mettent à 30 degrés, dès qu'ils les mettent à 30 degrés, le problème est résolu. Donc elles n'ont pas ce problème-là. Donc c'est vraiment la thermoneutralité joue un rôle important. Un autre exemple qui concerne la masse osseuse, donc c'est pareil, donc un travail qui a été fait chez Laurence Vico, donc à Saint-Étienne, donc où ils ont montré clairement que la neutralité thermique atténue la perte osseuse, surtout dans les modèles de lorsqu'on suspend la souris. Lorsqu'on regarde aussi, c'est pareil, donc les paramètres osseux. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. La thermoneutralité permet d'avoir une meilleure qualité osseuse. Et enfin, et ça c'est vraiment super important, c'est qu'au niveau de la peau, donc il y a une couche de tissu adipeux, donc qu'on appelle intradermique, qui se trouve ici. Et selon la température, vous voyez qu'elle grossit. Donc c'est ça qui va protéger plus ou moins un peu l'organisme. Donc lorsqu'on est à 31 degrés, donc on a la thermoneutralité, on n'a pas besoin de ça. Donc il y a très peu de graisse. Et donc dès qu'on passe à 21 ou 4 degrés, ça augmente. Et pour résumer, donc je pense que là je vais finir avec ça. Merci Zubir. Un tableau final. Et ce qu'il faut retenir, c'est surtout la pression artérielle et le battement cardiaque. Donc vraiment, on passe de 300 à 600 lorsqu'on est à 22 degrés. Donc la souris, elle est vraiment. Et en fait, l'animalerie, elle a été faite pour que l'utilisateur soit à l'aise, mais pas pour que l'animal soit à l'aise. Ça, c'est vraiment la diapo de fin. Voilà. Et après, je vous remercie pour votre attention et que je peux prendre des questions dès que possible. Merci. Et moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est comme Zubir, c'est de vous convaincre qu'en fait, c'est très important de travailler en thermoneutralité. Et moi, plutôt, je vais me focaliser sur l'importance de cette thermoneutralité lorsqu'on étudie les modèles souris de maladies métaboliques. Il vous en a déjà pas mal parlé, Zubir, on va revenir un petit peu dans les détails. Et puis aussi, ce que je voudrais vous dire vraiment, c'est que quand on fait de la thermoneutralité sur les souris, ça évite un grand nombre d'écueils. Ça évite, en fait, quand on cherche des cibles moléculaires qui pourraient ou non améliorer tel ou tel phénotype chez une souris, eh bien, ça évite de se tromper. Parce que très souvent, on détermine une cible, on dit « Ah oui, chez la souris, ça marche super bien, on va passer à l'homme, et puis chez l'homme, ça ne marche plus. » Et il y a une étape très simple pour éviter le gap entre l'homme et la souris, c'est de faire une petite manip en thermoneutralité, et on voit là où, oui ou non, si on est robuste, si on est dans des conditions où le tissu brun ou non est engagé. Hein, et là, c'est vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps pour éliminer des cibles qui ne sont pas des bonnes cibles. Je vais essayer de vous donner un exemple de ça tout à l'heure. Et aussi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous parler donc de l'impact du climat, enfin des conditions climatiques et plus particulièrement de la température sur le microbiote. Donc voilà, alors juste pour un petit peu de contexte, donc moi je travaille sur l'obésité, un petit peu comme Zubir, mais dans une optique un petit peu différente. En fait,
nous, on sait qu'on travaille plus chez les patients, donc on a vraiment un gros besoin de ressembler à l'homme dans nos modèles. Et comme vous le savez bien sûr, hein, en ce moment, l'obésité, c'est vraiment un problème de santé publique qui augmente sans arrêt, au point que presque maintenant 40 à 50% de la population en Europe est en surpoids ou en obésité, ce qui est vraiment considérable. Et vous le savez tous aussi, bah, c'est très difficile de perdre du poids. Et nous, donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'améliorer les offres thérapeutiques pour les patients. Et pour l'instant, il n'y en a que 2 grands types d'offres. Il y a premièrement la chirurgie bariatrique, qui est quelque chose de très, très lourd, hein. C'est vraiment une intervention chirurgicale lourde qui va mécaniquement réduire l'absorption des nutriments, mais ça, on le réserve aux cas les plus sévères. Et puis, on a depuis quelque temps des nouvelles drogues. Hein, vous avez sûrement tous entendu parler de l'Ozempic. Et ces drogues, elles agissent au niveau central sur le cerveau pour réduire la prise alimentaire. Donc, on a des possibilités de perdre du poids, mais le gros problème, c'est que l'obésité, c'est une maladie qui récidive. Et en fait, eh ben, très souvent, on a des rebonds pondéraux. Et donc, nous, c'est dans cette question-là qu'on travaille. Comment empêcher le rebond pondéral? Et bien sûr, pour ça, on utilise évidemment des modèles souris qui, on le souhaite, doivent être le plus près possible de l'homme et de l'obésité humaine. Alors, bien, Zoubir vous a très bien expliqué la problématique de cette balance énergétique et de la thermorégulation qui était une composante très importante de la balance énergétique, ici en bleu. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir non plus sur les mécanismes de production de chaleur, parce que bah, tout ça, ce sont des mécanismes que vous connaissez sûrement, hein, le frisson, la contraction musculaire, le découplage des mitochondries pour faire de la chaleur au lieu de l'ATP avec du CP1, ou les cycles métaboliques futiles. Mais ce qui est important ici, donc, et ça, c'est vraiment Zoubir va bien insister là-dessus, donc je ne vais pas y revenir, c'est la zone de thermoneutralité. La zone de thermoneutralité est de 30 degrés chez la souris et de 20 degrés chez l'homme. Donc, c'est complètement différent. Ça veut dire que effectivement, eh bien, les animaux dans les animaleries sont en stress et doivent dépenser de l'énergie pour maintenir leur température corporelle, ce qui n'est pas du tout le cas de l'homme. Donc ça, vous l'avez vu aussi dans les diapos de Zoubir, hein, c'est vraiment la diapo type qui illustre ce qu'on vient de dire. C'est le métabolisme de base, il oscille selon la température ambiante. Hein. Il est beaucoup plus faible à 30 degrés qu'à 20 degrés, on l'a vu. Zoubir vous en a parlé aussi tout à l'heure. Tout ça, l'activation de la thermogénèse chez la souris à 20 degrés, elle a des conséquences métaboliques. Essentiellement parce que, effectivement, en fait, ce qui va activer la thermogénèse, ce sont les catécholamines et le tonus sympathique. Et en fait, eh bien, les catécholamines aussi vont avoir des effets sur la fréquence cardiaque, sur la pression artérielle, comme vous l'a dit tout à l'heure Zoubir. Donc, lorsque une souris active sa thermogénèse, bien sûr, elle dépense de l'énergie, mais aussi, elle change un certain nombre de paramètres biologiques. Et donc, tout ça, on doit en tenir compte. L'autre chose qui est importante, c'est ce que vous voyez ici en bas à droite, c'est qu'en fait, il y a une autre façon de garder de la chaleur sans trop activer sa thermogénèse, c'est de faire ce que font les pingouins dans la banquise, c'est-à-dire de faire de ce qu'on appelle de l'insulation, de se regrouper ensemble pour garder une chaleur commune. Et en fait, ça, les souris le font très bien dans les animaleries. Et donc, un autre paramètre qui va réguler aussi le niveau d'activation de la thermogénèse, c'est la capacité des souris de faire leur nid et de se regrouper entre elles. Et donc, il est très important de contrôler dans ce type de manip le nombre de souris que l'on met dans une cage, parce qu'une souris toute seule, elle ne pourra pas faire ça, alors que 4-5 souris vont très facilement se regrouper. Et même si elles sont à 20 degrés, elles vont diminuer comme ça leur stress thermique. Donc tout ça, ce sont des paramètres importants dont il faut tenir compte et qui sont rarement malheureusement mentionnés dans les publications. Et donc tout ça, ça crée un petit peu de désordre dans les résultats. Alors là, je vous montre ici le papier Princeps qui est publié vraiment dans une revue de très haut niveau, Nature Médecine, et qui montre qu'effectivement, l'hébergement à thermoneutralité des souris va impacter
énormément la réponse au régime obésogène. Le régime obésogène, c'est celui que nous consommons, c'est un régime hyper riche en graisse. Et donc, vous voyez ici qu'ils ont étudié, et c'est l'intérêt de ce papier, à la fois des souris mâles et des souris femelles. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'en rouge ici, les souris à thermoneutralité, les mâles, grossissent beaucoup plus quand ils sont sous régime gras, ce qu'ils appellent ici HFD, High Fat Diet, que les souris qui sont pas à thermoneutralité. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait connu de tous les gens qui travaillent dans le métabolisme. Et ce qu'on disait aussi très souvent dans le métabolisme, c'est c'était pas la peine de faire des souris femelles parce qu'elles réagissaient très mal au régime gras, elles grossissaient beaucoup moins au régime gras. Et là, on voit très bien dans ce papier que bien, quand on les met à thermoneutralité, ces femelles, eh bien, vous voyez qu'elles sont capables de répondre très très bien au régime gras. Et elles atteignent en fait des poids corporels, ici entre 20 et 30 grammes, qui sont tout à fait équivalents à ceux qu'atteignaient les mâles. Et donc, en fait, le fait de ne pas être à thermoneutralité empêche les souris femelles de répondre à un régime obésogène. Et cette inhibition, elle est complètement levée lorsqu'on travaille à thermoneutralité. Et donc, dans ces conditions-là, eh bien, on voit bien que les mâles et les femelles répondent de la même manière, ce qui est tout à fait évidemment le cas des humains. Les obèses, malheureusement, il n'y a pas que des femmes qui sont obèses, il y a aussi des hommes. Et donc, on se rapproche donc dans ces conditions-là beaucoup mieux de ce qui se passe dans l'obésité humaine. Donc voilà, là, je vais passer très vite aussi là-dessus parce qu'on va en reparler probablement dans le topo d'après. En fait, pour faire de la thermoneutralité, il faut une enceinte climatique à climat constant. Donc, il faut pouvoir contrôler les conditions d'humidité et de ventilation ainsi que l'intensité lumineuse. Et donc, il faut un matériel, il faut un équipement particulier. Et nous, quand on a acheté cet équipement, on a été confronté au problème des demandes au comité d'éthique parce qu'en fait, il faut, pour utiliser cet équipement, faire une demande de dérogation des conditions d'hébergement, puisque ce ne sont pas les conditions d'hébergement standards dans les animaleries. Et nous, à notre grande surprise, on a dû beaucoup batailler pour avoir cette autorisation parce que notre comité d'éthique considérait que c'était quelque chose qui était défavorable au bien-être de la souris de les mettre dans cette enceinte climatique. Donc bon, finalement, on en reparlera certainement plus tard. Donc travailler en thermoneutralité, ça demande un petit peu de tracasserie administrative, mais une fois qu'on a convaincu le comité d'éthique, ça se passe bien et c'est tout à fait intéressant. Donc là, je veux juste vous montrer un seul exemple. Zoubir vous en a montré beaucoup. Moi, je vais vous en montrer qu'un qui est une manip qu'on a fait au laboratoire. En fait, on sait tous que l'obésité, c'est un problème de gras. Le gras qu'on stocke dans notre tissu adipeux, ce sont des triglycérides. Et les enzymes qui dégradent ces triglycérides, ce sont des lipases. Alors, bien sûr, le tissu adipeux contient beaucoup de lipases très actives, surtout des lipases cytoplasmiques qui vont dégrader donc ce gras qui est stocké dans vos adipocytes. Mais on sait aussi que dans le tissu adipeux, il y a une autre lipase qui est dans les lysosomes, qui n'agit qu'en milieu acide dans les lysosomes. Et celle-là, on ne savait pas trop si elle contribuait au métabolisme des lipides du tissu adipeux. Ce qu'on savait par contre ici sur la partie droite, c'est que chez les patients atteints d'obésité, on avait une forte diminution de l'expression de cette lipase lysosomale. Comme vous le voyez ici, c'est une échelle log il y a donc une très forte diminution de l'expression chez les obèses. Et donc, on s'est demandé s'il n'y aurait pas un bénéfice métabolique pour les patients à activer cette lipase lysosomale, puisqu'apparemment, ils étaient en déficit d'expression. Et donc, pour tester ça, on a généré un modèle de souris transgénique qui surexprime spécifiquement cette lipase lysosomale dans les adipocytes. Alors, je ne vais pas insister sur la transgénèse qu'on a faite, juste ici sur la partie droite, vous voyez qu'on a bien obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire la surexpression de la lipase ici sur les points rouges dans différents sites, différents panicules adipeux de la souris et pas dans les autres organes comme le foie.
Donc ces souris transgéniques rouges, là, on les a soumises donc, à un régime riche en graisse pendant 12 semaines, ce qu'on fait habituellement pour générer une obésité, et on a regardé leur phénotype métabolique. Et ce qu'on a vu, c'est que les souris transgéniques en rouge grossissaient moins que les souris témoins en bleu ou en vert, qu'elles avaient moins de masse grasse, la barre noire ici, qu'elles avaient une meilleure tolérance au glucose lorsqu'on leur donnait une charge en glucose et qu'on regardait comment, au cours du temps, la glycémie revenait à la normale. Donc, elles toléraient mieux une charge en glucose. Et elles avaient aussi moins de cholestérol circulant. Ce qui nous faisait dire qu'effectivement, elles avaient un avantage métabolique, ces souris qui surexprimaient la lipase, et ce qui nous faisait dire que potentiellement, ce serait une stratégie intéressante pour l'obésité humaine. Le problème, c'est que lorsque on fait les mêmes manips avec les mêmes souris en thermoneutralité, donc à 30 degrés, eh bien là, on voit que ici sur la partie droite thermoneutralité, le poids des souris en régime gras est strictement le même que celui des témoins. Leur masse grasse, la barre noire ici, est la même. Il n'y a plus de différence du cholestérol circulant et leur tolérance au glucose est complètement revenue à la normale. Ce qui veut dire qu'en fait, l'avantage métabolique lié à la surexpression de cette lipase n'est absolument plus visible à thermoneutralité, ce qui veut dire que l'action de cette lipase, elle se situe au niveau de l'activation de la thermogénèse et probablement du tissu adipeux brun. Et donc, en fait, vu que les patients atteints d'obésité sont tout le temps pratiquement en condition de thermoneutralité et n'activent pas leur thermogénèse, ça semble peu probable que l'activation de cette lipase soit efficace chez l'homme. Et donc, grâce à une simple manip comme ça en thermoneutralité, on se dit que finalement, ce n'est pas la peine de lancer tout un projet de recherche chez l'homme parce que probablement, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais vous parler du microbiote intestinal rapidement et de l'impact du climat sur la composition de ce microbiote. Alors, on sait tous que le microbiote, c'est vraiment quelque chose qui participe à la balance énergétique puisque ça aide à l'absorption des nutriments et donc l'absorption de l'énergie. On sait tous aussi que le régime alimentaire va influencer la composition de notre microbiote et quel type de bactéries vont être présentes ou non selon ce qu'on mange. Avec l'exemple, par exemple, des fibres qui vont favoriser certaines bactéries bénéfiques pour le métabolisme, etc. Par contre, ce qui était beaucoup moins évident, c'est que la température par elle-même, la température extérieure, allait à niveau constant de prise alimentaire et de balance énergétique, allait avoir un effet. Et en fait, c'est ce qu'a montré le groupe de Mirko Trzaskowski, qui travaille à Lausanne. Ici, il a publié 2 papiers il y a quelques années dans des revues tout à fait prestigieuses, comme vous le voyez, et qui montrent qu'effectivement, le climat, la température extérieure change le microbiote intestinal. Alors, ils ont d'abord regardé l'effet du froid. Et alors là, effectivement, c'était pas très surprenant parce que le froid va entraîner donc une activation de la thermogénèse et donc une activation de la dépense d'énergie. Donc là, étant donné que les bactéries intestinales modulent l'absorption des nutriments, on n'est pas trop surpris sur leurs résultats. Par contre, ce qui est beaucoup moins intuitif, c'est que la thermoneutralité, enfin la chaleur d'une manière globale, va aussi avoir un impact sur les bactéries intestinales. Et donc, je vous montre ici un de leurs résultats principaux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des souris femelles de 6 mois qu'ils ont exposées pendant 2 mois à 2 températures différentes, 20 ou 34, et avec le même régime, un régime tout à fait standard pour animaux de laboratoire. Et ensuite, ils ont séquencé le DNA ribosomal dans le sécom et dans les fesses de ces animaux, ce qui leur permet de faire en fait un inventaire taxonomique de toutes les espèces globalement, de toutes les bactéries que l'on peut retrouver dans le microbiote. Et ce qu'on voit très bien ici sur la partie gauche, c'est que les 2 groupes sont très différents. Ça veut dire que selon qu'on est à température ambiante ou à 34, on a des microbiotes différents. À 34 degrés, le microbiote des souris est moins riche, c'est-à-dire qu'il y a moins d'espèces différentes de bactéries.
et aussi l'abondance relative entre les différentes espèces est modifiée entre les deux groupes de température. Et donc, avec cette observation un peu surprenante, ils se sont dit, bah, en fait, est-ce que ça va vraiment avoir des conséquences? Est-ce que c'est important, ce changement de composition en fonction de la température? Et donc, ils ont fait des modèles pour prédire l'impact métabolique que pourraient avoir éventuellement ces compositions bactériennes différentes dans le microbiote. Donc, ils ont modélisé la capacité métabolique des bactéries présentes dans les deux groupes et ils ont vu que potentiellement, il y avait un impact sur le métabolisme des polyamines. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est de la modélisation, mais en fait, ils ont pu vérifier expérimentalement in vivo qu'effectivement, le métabolisme des polyamines était différent dans les deux groupes de souris et que ça allait avoir un rôle, une répercussion sur la régénération osseuse. Donc voilà, en fait, c'est la température extérieure a des impacts non seulement sur la dépense énergétique, ce qu'on pense tous évident, mais aussi sur la composition des bactéries qui composent notre microbiote. Voilà, je vais terminer là. Je remercie juste en fait Serban Morozon qui est notre animalier, enfin qui dirige l'UMS et notre animalerie à la Pitié-Salpêtrière et qui nous a bien aidés dans ces manips de thermoneutralité en soutenant notre approche qui au départ n'était pas admise effectivement par tout le monde parce que nous, notre animalerie, on partage notre animalerie avec beaucoup de gens pour qui le métabolisme n'est pas une préoccupation. Et en fait, ils étaient assez réticents et j'espère qu'on va pouvoir de plus en plus les convaincre maintenant que c'est important de travailler à thermoneutralité sur les souris. Voilà. Merci. Je vous remercie. Bah écoute, merci Marc, merci le FC3R de nous donner l'opportunité de parler de la thermoneutralité qui est un sujet important en animalerie, ça a bien été dit. Alors pour replacer un peu le paradoxe, c'est que en gros, on travaille sur des modèles animaux qui sont donc des organismes dont la physiologie et la physiopathologie est suffisamment proche d'une autre espèce, l'homme en l'occurrence souvent, pour qu'on puisse transposer les résultats de l'une à l'autre. D'autre part, l'utilisation de ces êtres vivants sensibles que sont les modèles animaux pour qu'elle soit légitime, il faut que la procédure d'analyse soit valide. Et dans la perspective de la thermoneutralité, ces notions de bon modèle, de validité expérimentale supposent des conditions équivalentes, ce qui n'est pas le cas puisque ça a déjà été largement évoqué. La zone de thermoneutralité de la souris n'est pas celle de l'être humain. Alors, en termes des réglementations qui s'imposent à nous, petit rappel, hein, les établissements utilisateurs, c'est-à-dire les animaleries, sont soumises à inspection de la part de la DDPP, les services préfectoraux déconcentrés du ministère de l'Agriculture, qui vérifient un certain nombre de paramètres, j'y reviens. Et à l'intérieur de ces animaleries, nous avons donc des expérimentateurs qui utilisent ces animaux dans le cadre de projets avec l'avis et la bienveillance de la SBEA, j'y reviens aussi. Et le deuxième volet, c'est donc l'autorisation de ces projets, qui est une autorisation préalable, cette fois-ci par le ministère de la Recherche, après un avis d'un comité d'éthique. Et je vais revenir sur les points de ces réglementations qui concernent un peu plus précisément les aspects de température. Alors, le premier texte qui s'impose à tout le monde depuis 2013, c'est celui qui porte sur le fonctionnement et l'agrément des établissements. Donc ici, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez le VADEMECOM, donc la liste des points contrôlés par les inspecteurs quand ils viennent dans les animaleries, et donc ils vérifient la compétence du personnel, sa formation, les conditions dans lesquelles les expérimentations sont faites, etc., etc., mais également et logiquement les locaux, leur fonctionnement et bien sûr les conditions d'ambiance avec le point qui nous intéresse aujourd'hui, la température. Donc ici, vous avez les points de détail. Je vous laisserai consulter ce genre de document, mais simplement pour résumer, en gros,
on va dire que la législation impose que l'environnement soit adapté, donc à l'animal, son poids, sa taille pour la surface des cages, etc. Mais je souligne ici 2 points. D'une part, il doit y avoir un enrichissement spécifique, c'est-à-dire de l'espèce, adapté à l'espèce pour les animaux, et en particulier du matériel à ronger et surtout du matériel de nidification pour les rongeurs qui sont nidicoles. J'y reviendrai parce que c'est un élément important qui permet d'atteindre la thermoneutralité même dans les conditions réglementaires des animaleries qui, comme vous le savez sans doute tous, sont imposées par la loi. On peut le regretter, mais c'est comme ça. La température dans les animaleries rongeurs souris, c'est 22 plus ou moins 2. Et elle doit être vérifiée, maintenue, etc., etc. Alors, attention, hein, ce tableau, il faut le prendre dans le sens d'une ligne directrice, puisque juste en dessous, il y a un petit paragraphe que je vous ai mis ici, in extenso et en noir, qui stipule bien que malgré que la température dans les animaleries au niveau de la pièce doit être de 22 plus ou moins 2, eh bien, il est dit que dans certains cas particuliers, Zoubir a particulièrement bien illustré la situation des animaux sans poils, les nudes, mais aussi les bébés, dans des situations que vous connaissez de stress thermique comme la chirurgie et les périodes post-opératoires, je dirais un mot des cages à métabolisme, eh bien, on peut demander une dérogation et maintenir une température dans les locaux plus élevée que ces fameux 22 plus ou moins 2. J'y reviens. Alors, un autre élément qui a son importance ici dans le texte qui réglemente les animaleries en elles-mêmes, c'est l'obligation d'une structure locale, c'est-à-dire interne à l'animalerie, ce qui n'est pas le cas du comité d'éthique, sur lequel je vais dire un mot juste après. Cette structure locale dite du bien-être animal, la SBEA, elle a différents rôles fixés par la réglementation, dont un qui porte sur une possibilité, après échange avec les porteurs de projets en cours de projet, pour un projet déjà en route ou déjà autorisé, de permettre des modifications légères. Alors j'insiste bien sur le mot léger. Hein, la SBEA, elle peut autoriser des choses très fines. Elle ne va pas permettre d'augmenter le nombre d'animaux, de mettre un groupe supplémentaire, d'introduire une procédure supplémentaire. Mais par contre, sur des petites modifications ponctuelles de courte durée en général, et comme celle portant sur la température, eh bien, elle peut donner un avis qui fait foi et qui peut être opposé à un avis défavorable de la DDPP. Autre texte réglementaire qui porte cette fois-ci sur les autorisations de projet et leur évaluation éthique. Je vous épargne les détails, mais en gros, ça définit les rôles et les obligations des comités d'éthique autorisés par le ministère qui vont donner un avis préalable au ministère pour étayer son autorisation subséquente ou pas. Ces comités d'éthique vont donner un avis sur différents paramètres. Est-ce que le projet est justifié? Est-ce qu'il est conforme aux exigences réglementaires des 3 R? Et c'est le point qui nous intéresse ici, via la partie dédiée dans les formulaires de demande d'autorisation de projet APAFIS que beaucoup d'entre vous connaissent, eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a un point précis en 4.5 qui va permettre de demander une dérogation aux conditions standards, donc en gros les 22 plus ou moins 2, sous réserve d'une justification scientifique éclairant cette demande particulière. Donc il est possible de demander l'avis du comité d'éthique pour que le ministère autorise un projet avec une dérogation de température dans l'animalerie ou dans la pièce. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on peut jouer sur ces aspects-là? Bon, je ne reviens pas sur l'impact de la température et le problème que posent des études chez la souris à 22, hein, ça a déjà été largement illustré. Par contre, quand on parle de 22 plus ou moins 2 dans une animalerie, ok, mais c'est 22 plus ou moins 2 où?
puisque vous imaginez bien que la température de 22 plus ou moins 2 pris au niveau de la pièce, même dans son ambiance, je ne vous parle pas juste de la bouche de soufflage, mais va avoir des conséquences différentes sur des animaux hébergés en cage dite ouverte ou dans des armoires ventilées thermostatées, comme on a parlé Isabelle pour des manips plus spécifiquement de métabo, ou même en isolateur, ou en portoir ventilé. Combien il y a d'animaux par cage? Où est-ce que votre cage, dans le cas d'un portoir ventilé, va être placée? En haut, en bas et en haut, juste en dessous de la bouche de soufflage de la ventilation ou pas? Et puis des cas extrêmes de stabulation, plus orientés besoins scientifiques, comme par exemple des cages à métabolisme, où les animaux vont être isolés, sans litière, pour des besoins de recueil des fesses et des urines, et donc sont en gros à la température de la pièce. Et puis, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, dans les obligations réglementaires, il y a l'enrichissement. L'enrichissement est pléthorique, mais par contre, certains types d'enrichissement, et en particulier des petites maisons ou du matériel de nidification de bonne qualité, vont pouvoir être un outil pour permettre ponctuellement, au niveau de la cage et de l'animal, de maintenir une température adaptée. Alors, j'illustre ce point. Le concept, c'est vraiment d'essayer de trouver des petites astuces ou des choses simples qui vont permettre d'amener vos animaux dans des bonnes conditions, d'avoir suffisamment chaud ou du moins au moins un peu moins froid, mais vraiment dans votre condition, au moment de votre manip, c'est-à-dire quelle est votre lignée, votre fond génétique, les mâles, les femelles, dans votre animalerie, votre pièce, sur votre portoir, votre cage, sur la bonne étagère, vraiment au niveau très très local. Et comme je l'ai dit, un bon moyen d'amener une bonne température dans votre cage le jour J de la manip, c'est de jouer sur l'enrichissement et le matériel de nidification. Donc, évidemment, vous avez vu, ça a été dit, et je le redis, ça a un impact scientifique, mais ça a un impact également zootechnique, l'enrichissement. Ça a un coût, donc il faut que le responsable d'animalerie donne son avis. C'est mis en œuvre par des zootech, donc il faut que ça soit faisable. La SBEA a un avis à donner, etc., etc. Donc, il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table. On ne met pas une modification de l'enrichissement comme ça parce que ça nous passe par la tête un matin. Donc, on met tout le monde autour de la table, on fait une petite étude bibliographique où on voit que certains matériels de nidification sont plus adaptés. Et puis, là encore, hein, c'est votre condition, votre animalerie, votre portoir. Vous allez faire un test. Et nous, par exemple, on avait fait, alors je vous remets la petite vidéo, un petit test de préférence de place en donnant le choix de différents types d'enrichissement à nos animaux, pris sur 24 heures avec un suivi en vidéo tracking. Et on avait pu constater qu'elle préférait, surtout en période de repos, pour elle, c'est-à-dire la journée, des matériaux un peu foisonnants, type Nestlé. Au final, là encore, intérêt du groupe de travail, ça n'avait pas été retenu parce que c'est assez poussiéreux, mais on était parti au final sur des petites maisons jetables où les animaux peuvent se grouper pour augmenter artificiellement leur température. Et vous voyez qu'en mesurant la température dans ce nid, eh bien, on atteint une température tout à fait correcte pour la thermoneutralité de la souris. Et donc, elle peut réguler sa température en rentrant ou en sortant. Donc, sans même demander une modification de la température de votre animalerie ou de votre pièce, vous pouvez améliorer cet aspect thermique dans les manipulations. Et puis, vous pouvez également, comme j'ai commencé à l'expliquer, demander soit directement une dérogation au niveau de la demande de projet initial qui va être analysée et validée, on l'espère, par le comité d'éthique, avec la partie dédiée du formulaire AFIS que j'ai évoqué. Et typiquement, c'est pour des études moyennes ou longues, cage à métabolisme, comme je l'ai évoqué. Et puis, je l'ai dit aussi, pour des choses plus ponctuelles, de courte durée, typiquement en réchauffement, en post-op, pour des animaux un peu sensibles, eh bien là, c'est seulement la SBEA qui peut donner un avis sans repasser par le comité d'éthique. Voilà, donc le temps qui m'était imparti réduit
est écoulé, donc je vais m'arrêter là. Donc sans aller à l'extrême, hein, puisqu'on a parlé beaucoup du bien-être animal, mais il y a le bien-être des utilisateurs également. Donc sans vous faire une séance de sudation, n'oubliez pas l'aspect thermique et pensez au bien-être thermique de vos animaux et acceptez d'avoir un petit peu chaud, vous, pour la qualité scientifique de vos manips, mais j'espère vous avoir montré qu'en agissant soit ponctuellement dans vos cages d'expérimentation, soit par une demande initiale de modification plus ou moins importante du projet, on peut, tout en respectant la réglementation, et comme Isabelle, on a réussi à le faire accepter dans différentes animaleries par la DDPP, on peut tenir compte pleinement de l'aspect thermique pour nos animaux.